Val-de-Loire en direct se poursuit l'heure de votre JT, présenté ce soir par Hélène Chaplet. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres, un point sur votre météo de demain. Et c'est la grisaille qui dominera tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures qui augmentent légèrement. La minimale sera de 8 degrés, la maximale, vous le voyez, 17 degrés dans l'après-midi. À la une de notre JT, les tracteurs et le fumier de retour en centre-ville de Tours. Après avoir retourné les panneaux d'entrée de beaucoup de villages pour signifier que le gouvernement marchait sur la tête, les agriculteurs, à l'appel de la FNSEA et des JA, organisent de nouvelles actions. Ce jeudi soir en Indre-et-Loire, ils se sont donné rendez-vous à Sainte-Maure-de-Touraine. Nous retrouverons sur place notre journaliste en début de JT. Le conseil départemental de Loir-et-Cher contraint d'emprunter un peu plus pour boucler son budget 2026. L'annonce est loin d'être anecdotique. Les revenus de la collectivité sont en baisse. Conséquence, il va falloir échelonner les grands projets. Enfin, découverte de la marche nordique, une pratique sportive accessible à tous. Ce dimanche, 800 participants prendront le départ d'un parcours semi-urbain en bord de Loire à l'occasion des 10 et 20 km de Tours. Et puis dans notre séquence, on vous répond la question du soir. Comment devenir sapeur-pompier volontaire? On se posera la question avec le lieutenant Kaina Benfifi, chargé de mission volontaire au sein du SDIS 37, qui sera avec nous à la fin de ce journal. Mais d'abord, Hélène, on revient sur cette alerte intrusion qui a eu lieu en début d'après-midi à Tours. Oui, un appel anonyme mentionnait une personne armée au sein du collège Jean-Philippe Ramond à Tours-Sud. L'établissement a alors alerté la police, déclenchant un important déploiement de forces de l'ordre. Alors que les élèves étaient confinés dans leur salle de cours, les policiers ont fait le tour des couloirs et des bâtiments en vain. Une fausse alerte similaire a eu lieu ce matin dans un établissement d'Orléans. Revenons à présent, Hélène, sur cette nouvelle mobilisation aujourd'hui des salariés de l'usine Tourangelle ST Microelectronics. 200 personnes ont débrayé aujourd'hui devant les grilles de ce site industriel. Malgré l'annonce la semaine dernière d'un plan d'investissement de plus de 50 millions d'euros en local, l'inquiétude perdure quant au maintien d'une partie du personnel. 2 activités de production doivent être transférées vers Singapour, ce qui signifie pour les syndicats la suppression potentielle de 200 à 400 postes sur les 1400 actuels. Un manque de visibilité sur le long terme et une épée de Damoclès difficilement supportable. Une des grandes craintes, c'est l'avenir. On perd des lignes de production et on voit arriver des choses, mais on a la crainte de perdre à la fois du savoir, de la technologie et du personnel surtout. On a besoin de réponses à nos questions, c'est-à-dire combien on sera en 2027, parce qu'on a un plan qui est sur 2027, et combien on doit être sur le site en 2027, quels sont les produits futurs qui vont pérenniser notre site. Ça, on n'a pas les réponses. Donc on est là pour montrer qu'on a besoin de ces réponses pour pouvoir nous projeter dans le futur. Par contre, le déploiement du projet de transformation, lui, a démarré. Il avance en trombe sur les chapeaux de roue. Les salariés commencent à déjà être en surcharge de travail. Et on n'a toujours pas nos réponses sur l'avenir. ST Microelectronics Tours, c'est quoi après 2028 ? Ils ont décrété la grève totale et ce jusqu'à vendredi. Les quelques 300 salariés du site vendômois de Bosch sont en colère. Ils n'arrivent pas à obtenir de réponse claire de la part de leur direction. Depuis l'annonce de la vente de l'usine qui fabrique des colonnes de direction en juin dernier, les salariés sont dans l'expectative. Ils aimeraient en savoir plus sur le sort qui leur est réservé. Les emplois seront-ils maintenus ainsi que les avantages acquis? Ce soir, selon la CGT, le dialogue aurait repris entre la direction et les syndicats. Direction qui exige la fin de la grève et propose le paiement des heures chômées pour pouvoir rétablir un dialogue apaisé. Et puis toujours au chapitre social, faute de réponse concrète à leur demande de la part du Premier ministre, les syndicats appellent à une nouvelle journée d'action. Une mobilisation fixée au jeudi 2 octobre avec toujours en ligne de mire plus de justice sociale, des moyens supplémentaires pour les services publics et l'abandon de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. De nouveaux rassemblements seront organisés à Tours et à Blois notamment. Nous y reviendrons bien entendu. Ils sont sur la paille et entendent bien faire entendre leur colère et leur désarroi. Les agriculteurs, membres de la FNSEA et des JA, appellent eux aussi à une journée de mobilisation ce vendredi. Le but, dénoncer le ras-le-bol général et la concurrence déloyale liée au Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique latine. En Touraine, la mobilisation a pris un peu d'avance. Un rassemblement se tient en ce moment même à Sainte-Maure-de-Touraine. En direct, on retrouve sur place Léa Turquier. Oui Hélène, tout à fait, je suis
suis à côté du rond-point, effectivement, à Sainte-Maure-de-Touraine. Avec moi, pour le moment, une vingtaine d'agriculteurs. Derrière moi, vous pouvez le voir, les bottes de paille commencent à brûler juste derrière. Des tracteurs sont encore en train d'arriver. Les agriculteurs ont donc répondu présent à l'appel de la FNSEA et des JA 37. Le rassemblement prévu à l'origine sur 5 ronds-points du département se concentre finalement ici, la veille de la journée de mobilisation nationale. Je suis avec Cédric Raguin, le secrétaire général de la FNSEA 37. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi est-ce que vous vous mobilisez aujourd'hui ? On mobilise aujourd'hui parce qu'on se disait que c'était plus simple, une soirée comme ça empiétait moins sur le travail de la journée des gars. Déjà que le moral en Indre-et-Loire n'est pas au beau fixe avec les problèmes de revenus qui sont liés au climat depuis 3 ans et aux prix qui ne sont pas là cette année. Les gars dans les fermes n'ont vraiment pas le moral. Quelles sont vos revendications ? Alors aujourd'hui, nos revendications, c'est aussi pour tirer une sonnette d'alarme. C'est la sonnette d'alarme du revenu négatif chez beaucoup d'agriculteurs d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, c'est plus entendable de travailler 70 heures par semaine pour gagner 0 à la fin de l'année. Et en plus de ça, d'être en revenu négatif. Aujourd'hui, les céréaliers d'Indre-et-Loire perdent en moyenne entre 200 et 250 et 500 euros de l'hectare. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des situations qui sont dramatiques avec des gens qui sont depuis 2 ans endettés à la banque ou chez les coopératives. Vous l'avez dit, on le sent, il y a une certaine fatigue ici, un ras-le-bol. Oui, il y a une certaine fatigue. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de parler avec des agriculteurs autour, mais aujourd'hui, de travailler sans revenu, c'est juste insupportable. Quand on voit qu'on nous met des normes, toujours de plus en plus de normes, et qu'on va importer, qu'on va signer des traités comme le Mercosur, aujourd'hui, c'est juste insupportable de se dire que nous, on nous impose des normes qu'on n'arrive pas à vivre et qu'on va aller chercher ailleurs ce que l'on produit nous-mêmes. Merci beaucoup, Cédric Raguin. La mobilisation ici à Sainte-Maure-de-Touraine devrait durer encore une bonne partie de la soirée. Merci Léa et merci à Arnaud Potier derrière la caméra. Et toujours sur cette thématique, des perturbations sont prévues vendredi matin en Loir-et-Cher. Des barrages filtrants seront installés sur le rond-point de la Patte d'Oie à Saint-Gervais-la-Forêt et au niveau de Poulain à Villebarou dès 6h du matin et jusqu'à 8h30. Et les tracteurs prendront ensuite la direction de la préfecture où des opérations d'épandage sont d'ores et déjà annoncées. Et on suivra ça dans nos prochaines éditions. 80% de son épargne a fondu en 3 ans. Les caisses du Conseil départemental de Loir-et-Cher seraient-elles bientôt vides ? Hier, la présidente du Conseil départemental d'Indre-et-Loire évoquait sur ce plateau même ses difficultés pour boucler un budget à l'équilibre. Une situation qui n'a rien d'exceptionnel puisqu'elle concerne beaucoup d'autres collectivités. Alors, quelle est la situation budgétaire du Loir-et-Cher ? Le point avec Lucas Chopin. Maintenir le cap et s'adapter. Tels sont les maîtres mots quant au budget 2026 du Conseil départemental de Loir-et-Cher. Un budget source d'inquiétude pour le président de la collectivité. La raison, un certain nombre de contraintes. D'abord des compétences supplémentaires comme la prise en charge du RSA par les départements avec un nombre croissant d'allocataires en Loir-et-Cher, puis la baisse des droits de mutation et enfin un manque de visibilité sur l'avenir. Un manque de visibilité qui poussera le Conseil départemental à voter son budget primitif tardivement en février 2026. À ce jour, nous avons un nouveau Premier ministre depuis 16 jours, qui compose avec un gouvernement de ministres démissionnaires et nous n'avons aucune lisibilité sur ce que sera le budget 2026. Je rappelle ici que 70% des investissements sur les territoires sont réalisés par des financements des collectivités territoriales. Donc si on veut continuer à développer nos territoires, il faut qu'on puisse continuer aussi, nous, à investir. Pour éviter les coupes dans certains budgets, le président de Loir-et-Cher envisage d'étaler ses investissements dans le temps. Une décision qui concernerait la rénovation des différents collèges du département, mais aussi des routes, des pistes cyclables et des ouvrages d'art. Par ailleurs, Philippe Gouet s'engage dès maintenant à ne pas renier l'enveloppe consacrée au sport et à la culture. En 2025, nous sommes que 4 départements à avoir maintenu notre budget sur la culture. C'est une fierté pour le département. On l'a même légèrement augmenté. Donc le budget culture et sport pour le département, c'est cumulé, c'est 12 millions d'euros. J'aime à le répéter, sport et culture, c'est les ciments de notre société. Que nos jeunes fassent du sport et s'intéressent à la culture, ça me semble primordial. En 2025, le budget global du Conseil départemental de Loir-et-Cher s'élevait à 451 millions d'euros, soit près de 10 millions de moins qu'en 2024. Le budget 2026 dépendra, lui, des choix budgétaires de l'État opérés par le nouveau Premier ministre. Quoi qu'il en soit, le Loir-et-Cher devrait avoir recours à un emprunt.
Il a occupé le fauteuil de maire à Tours entre 2017 et 2020 et visiblement, il en redemande. Tours pour tous, c'est le nom de la liste qu'il compte mener pour les municipales de 2026. Un site internet du même nom est même déjà en ligne. Notre invité ce soir est Christophe Boucher, candidat à la mairie de Tours. Bonsoir. 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 Alors les Républicains doivent prochainement désigner leur candidat pour la ville de Tours et on a appris hier, c'est Brice Droineau qui doit s'y coller. Brice Droineau que vous connaissez puisqu'il était l'un de vos adjoints lorsque vous étiez maire. Est-ce que vous pensez que c'est du tout cuit pour vous ? Ah, pas du tout. Il faisait partie des 20 adjoints et comme d'autres l'étaient. Et, vous connaissez plus personnellement. Je connais bien Brice, on habite le même canton. Je l'ai aidé avec Cécile Cheveillard à gagner ce canton et j'en suis fier. Effectivement, on a des relations très suivies, quotidiennes quasiment. Et, donc voilà, je crois qu'il est... Mais vous ne doutez pas de son impartialité ? Non, vous savez, pour les élections municipales, il y avait une combinaison globale entre ceux qui se sont déclarés, les partis politiques, qui va maintenant intervenir pendant l'automne. Brice conduira, je pense, avec brio le destin des LR et il faudra être de toute façon rassemblés, tous partis politiques confondus du centre et de la droite, pour pouvoir espérer gagner la mairie. Être désigné par les LR, ce serait compatible avec vos propres opinions ? Vous faites partie du Parti radical ? Oui, ça a collé pendant le mandat précédent. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne collerait pas aujourd'hui. Lors du mandat précédent, lorsque j'étais maire, je conduisais une majorité qui allait du centre, que j'incarnais, jusqu'au LR. Et je crois savoir, et puis vous pourrez le constater, qu'on a fait tous bon ménage, qu'on a réussi à faire un travail solide et sérieux, et qu'on s'entendait très bien sur le terrain et sur les objectifs qui devaient être fixés. Bon, en avril dernier, dans un communiqué, vous annonciez votre candidature avec Olivier Le Breton, qui devait vous suivre. Est-ce que vous êtes toujours l'un avec l'autre ou est-ce qu'il y a eu séparation ? Non, il n'y a pas séparation, mais vous comprenez bien que LR a désigné un autre chef de file. Donc, vous savez, ça va être... En quoi ça vous empêche d'être avec Olivier ? C'est un sujet complexe, puisque aujourd'hui, je vais attendre quand même de savoir ce que décident les LR au niveau local, avec Brice Droineau, et au niveau national. Il est impératif quand même de savoir ce que ce parti politique avec lequel j'ai fait route depuis maintenant plusieurs mandats décide de faire. C'est pas à moi de décider, c'est à eux de décider. Si je fais route avec un tel ou un tel, c'est eux qui vont désigner leur propre candidat. Alors vous venez de le dire, vous souhaitez faire route. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous seriez le candidat de ce grand rassemblement à droite, parce que si on fait les comptes, on vient de le dire, Olivier Le Breton, vous, Benoît Pierre, Henri Alfandari, à droite, il y a déjà 4 postulants. C'est beaucoup trop. Oui, mais c'est plutôt un signe de vitalité qu'il y ait beaucoup de prétendants. C'est une chose, mais si vous partez tous les 4, il n'y en a aucun qui arrivera au... Non, mais je ne suis pas très inquiet que nous partions tous les 4. Franchement, moi, je parle avec chacun. Et d'ailleurs, dans leur camp, avec chacune aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont concernées par ces élections. Je rappelle, parce que des fois, on l'oublie, la majorité actuelle, elle a fait l'union pour les dernières municipales, le 6 février, je viens de vérifier, le 6 février, juste avant les élections. 6 semaines avant les élections. Nous sommes 6 mois avant les élections. Donc vous dites, on va encore s'entendre, il faut qu'on trouve un... Oui, et sur la base, vous l'avez dit en introduction, je vous en remercie, sur la base aussi de propositions. Que des femmes et les hommes s'entendent, tant mieux. Il le faut, c'est nécessaire. On tente de composer une majorité. Mais il faut aussi se dire sur quoi. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé depuis le mois d'avril à faire des vidéos qui sont d'ailleurs très regardées sur Facebook et sur les réseaux sociaux, de façon à ce que chacun connaisse bien mes propositions. Ces propositions, elles sont amendables. Mais elles sont discutables, mais en tous les cas, elles existent. Vous avez lancé un site internet, vous le dites vous-même, vous avez lancé des vidéos. Ce qu'on peut comprendre, c'est tous derrière moi, clairement. Non, mais j'ai pas dit ça. On fait un site internet et on lance des vidéos pour le plaisir. Aujourd'hui, sincèrement, vous le savez, vous êtes jeune et dynamique. Lancer un site internet, c'est pas non plus lancer une navette spatiale sur Mars. Quand même, sur ce site, vous dites quand même que vous mènerez une liste pour les municipales. Vous l'annoncez sur ce site. Moi, je dis que je veux mener une liste pour les municipales. Là, sur ce site internet, qu'est-ce vous allez derrière qu'est-ce qu'on trouve? Je suis ouvert, moi, à toutes les propositions et je vous dis, je discute avec chacune et avec chacun.
parce que ce qui est important, il faut que les choses se fassent, il faut qu'il y ait une maturation, il faut que les gens arrivent à s'entendre. Et pour s'entendre, il faut discuter de sujets, de propositions. C'est à travers les propositions, pas le projet. Le projet, ça sera la liste qu'il déposera. Ce dont on peut être d'accord, est-ce qu'au moins on est d'accord sur ça, sur le principe que 4 candidats, ce n'est pas jouable pour que la droite décroche le poste de maire de Tours? Mais non seulement c'est pas jouable, mais c'est suicidaire. Donc il faut s'entendre. C'est suicidaire et absurde. Donc oui, il faut s'entendre. Vous parlez, vous dialoguez avec les autres candidats? Je vous l'ai dit, je rencontre chacune et chacun, en l'occurrence chacun. Vous arrivez à vous entendre? Malheureusement, mais on arrive à discuter, on est de la même majorité, on fait le même constat, on a le même diagnostic et franchement, on ne l'a pas dit encore, on veut déloger une mairie qui nous semble toxique et nocive pour la ville. Bon, donc ça, on a une base commune qui est sérieuse. On sait, tiens, reprenons quelque chose de simple, on sait où on veut partir en vacances ensemble. Il faut qu'on en définisse les modalités, il faut savoir qui prend le volant, et on est en train de... J'ai rencontré... Vous reviendrez prochainement nous dire qui prend le volant. On est d'accord? Avec bonheur. Vous reviendrez. On prend le rendez-vous. Parce qu'on est à la fin de cet entretien. Merci beaucoup en tout cas d'être avec venu bonheur. sur notre à bientôt. plateau. Merci. Ce soir. 3e volet à présent de notre série consacrée cette semaine évidemment aux 10-20 km et au marathon de Tours, Hélène. Et ce soir, on s'intéresse à l'épreuve que vous n'avez pas encore citée, c'est-à-dire la marche nordique, une option proposée depuis 5 ans. 10 km de parcours en bord de Loire, chronométré ou non, une discipline que propose le club athlétique 3 Tours. Direction donc le parc Honoré de Balzac pour suivre un petit groupe d'amateurs dans ce reportage de Louis Marmion. Il est 9h30. Au centre aquatique du lac, l'heure est déjà à l'échauffement pour les marcheurs nordiques. Un réveil en douceur pour une séance d'1h30 qui attend ses passionnés. Aujourd'hui, c'est surtout tout ce qui est exercice musculaire et technique. Parce que du coup, on arrive à bien coordonner tous les gestes et ça, c'est bien expliqué. Et voilà. Et à la fin, on a plein d'exercices de renforcement musculaire. L'échauffement terminé, la séance se poursuit au parc Honoré de Balzac. Sur le chemin, quelques exercices sont programmés pour renforcer les muscles et améliorer sa condition physique. Allez, talons. Et cette fois-ci, on pose pas les orteils. Une fois sur l'île, Dominique, le professeur, fait travailler la coordination avec les bâtons. Le moindre geste doit être précis pour ne pas se blesser et gagner en rapidité. On n'est pas obligé d'aller trop vite, mais essayez d'augmenter votre amplitude. C'est des petites choses à modifier. C'est un ensemble de petites choses qui font que quand on additionne toutes les petites choses, ça finit par faire une marche correcte. C'est ce que sont venus chercher ces amateurs de marche nordique, un peu plus de complexité que la marche traditionnelle. Allez, on pense à tout. Chose qui est finalement un plus par rapport à la marche habituelle. Parce qu'on sollicite beaucoup le haut du corps, ce qui n'est pas forcément le cas en marche traditionnelle. La séance se termine par des exercices de renforcement musculaire pour une meilleure tonicité et de quelques minutes de marche en écoutant toujours les bons conseils de Dominique. De poser talons et de dérouler le pied, comme ça. Allez, place à notre rubrique On vous répond pour terminer ce journal avec notre invité, le lieutenant Kaina Benfifi, chargé de mission volontariat au sein du SDIS 37 pour répondre à cette question: comment devenir sapeur-pompier volontaire? Bonsoir lieutenant, bienvenue sur notre plateau. Déjà, je voudrais qu'on fasse un petit point. Qu'est-ce qu'un sapeur-pompier volontaire et c'est quoi la différence avec un professionnel? Très simple, le sapeur-pompier professionnel, c'est son métier, il est employé par le SDIS 37 et le sapeur-pompier volontaire, quant à lui, il donne de son temps, en plus de son travail, en plus de ses activités extrascolaires, extra-professionnelles, pour venir en aide à la population. Aujourd'hui, sur notre territoire de l'Indre-et-Loire, est-ce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui de sapeurs-pompiers volontaires, de gens qui s'investissent dans cette mission ? On a des besoins qui sont spécifiques, qui sont plutôt sur les territoires. Sur l'agglomération, très peu de besoins. On est très professionnalisé dans les casernes. C'est sur nos territoires ruraux qu'on a plus de besoins, notamment dans le sud Touraine. Donc là, si vous y habitez, il ne faut pas hésiter. Alors justement, c'est quoi les conditions pour s'engager? L'âge, la condition physique, la disponibilité? C'est quoi les critères qu'il faut retenir? Alors, il faut être majeur, il faut être âgé de 18 à 60 ans. Il faut être en bonne santé. Il ne faut pas être un super sportif. Il suffit juste d'être
être en bonne santé. Et puis, on accompagne les candidats, tout le parcours de recrutement, avec leur chef de centre, pour les épreuves de la condition physique, parce qu'il y en a, il faut le dire. Il y a une visite médicale pour s'assurer qu'on est en bonne santé. Et puis ensuite, on se lance très vite. C'est quoi les missions justement qui sont confiées aux sapeurs-pompiers volontaires? J'imagine qu'on ne nous lance pas directement sur des problématiques avec le feu, par exemple. Tout à fait. Donc, on accompagne nos sapeurs-pompiers dès qu'ils tapent la porte d'une caserne, d'abord pour les épreuves sportives, comme je vous le disais, puis dans le cadre de formation. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de formation, on ne les laisse pas comme ça, des formations de secourisme. Pour ceux qui le souhaitent, qui l'envisagent, des formations incendie. Mais c'est vrai qu'on a le choix, depuis quelques années en Indre-et-Loire, de ne faire que des missions de secours d'urgence à la personne ou bien d'opérations diverses. C'est un choix du candidat. Il y a une possibilité assez facilement de concilier justement engagement auprès des sapeurs-pompiers, mais aussi sa vie personnelle et sa vie professionnelle. On arrive à jongler entre ces c'est mon travail d'essayer de les aider à tout concilier, notamment avec leur employeur, dans le cadre de partenariats avec les employeurs. Ça s'appelle des conventions de disponibilité. On discute avec les employeurs. Ils autorisent le sapeur-pompier volontaire à partir en formation ou en opération sur le temps de travail. Et ça aide bien à la réponse opérationnelle. Ce soir, s'il y a des gens qui nous regardent, qui ont entre 18 et 60 ans et qui veulent se lancer, c'est quoi les étapes à faire dès demain si on est intéressé? C'est venir nous rencontrer parce que d'une part, on est très sympa et d'autre part, on a besoin d'eux. D'abord, c'est frapper à la porte d'une caserne la plus proche, quand il y a des pompiers volontaires à la caserne, notamment le dimanche. Et puis là, en ce moment, c'est la saison des forums des associations. Donc nos sapeurs-pompiers y sont représentés. Il y a des portes ouvertes de caserne ce week-end à Savigny-sur-Lathan, le week-end prochain à Descartes. On vous accueille tout le temps. Et 1037.fr pour plus d'informations? Contact@1037.fr. Merci beaucoup, lieutenant Kaina Benfifi, d'être venue sur notre plateau ce soir. Dans quelques instants, le Grand Talk, le magazine de la rédaction présenté par Aurélie Renaud. Sans aucun lien, Aurélie, ce soir, on va parler tramway, panda et effeuillage burlesque. Et oui, Aurélien, avec la toute première école en France d'effeuillage burlesque, et aux manettes de cette école, l'artiste Dita Crazy, elle sera l'invitée de la petite histoire. Un couple célèbre, ce sont les pandas du Zoo-Parc de Beauval. Vous le savez, les pandas repartent en Chine, une décision prise en accord avec les autorités chinoises, puisque la femelle souffre d'une insuffisance rénale. On en parle avec Rodolphe Delors, c'est le directeur du Zoo-Parc. Et puis, vous saurez également tout sur la ligne numéro 2 du tramway, un projet qui va évidemment transformer la mobilité, mais qui va également impacter notre quotidien durant les travaux. Alors, les travaux, comment vont-ils fonctionner et à quelle échelle? Eh bien, on fait le point ce soir dans le grand dossier, Aurélien. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Aurélie Renaud. Donc dans un instant, le Grand Talk. Et nous, on se donne rendez-vous demain à 17h50, Hélène, pour un nouveau numéro de Val de Loire en direct. Très bonne soirée. À demain. À demain.